Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous achevons aujourd'hui un grand cycle de rencontres sur l'engagement des étrangers dans la résistance en France durant l'occupation allemande. Cycle de rencontres qui a débuté en janvier dernier dans un double cadre, celui de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian accompagné de son épouse Mélinée, et celui d'une exposition temporaire du Mémorial de la Shoah, des étrangers dans la résistance, qui est toujours en cours et que vous pouvez visiter juste au-dessus de cette salle, et dont le commissariat a été assuré par les historiens Denis Péchanski et René Poznanski, qui est parmi nous aujourd'hui et que je salue. Alors, pour le premier temps de cet après-midi, nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Charles Chourek, l'historien Jean-Charles Chourek, à l'occasion de la parution récente de son ouvrage « Gabriel Herzler, des brigades internationales aux prisons soviétiques, l'autre orchestre rouge », paru chez Hermann. Et dans cet ouvrage, Jean-Charles, vous retracez le parcours de Gabriel Herzler à partir des entretiens que vous avez menés avec lui dans les années 80. Ce faisant, vous sortez des oubliettes de l'histoire un personnage fascinant, juif, polonais et communiste, qui, autodidacte, créa un réseau de renseignement en France qui travaillait pour l'Union soviétique. Parler de Gabriel Herzler va nous permettre d'éclairer des trajectoires et l'état d'esprit de militants antifascistes qui démarrent bien souvent durant la guerre civile espagnole. Et évoquer ce personnage va également nous permettre de discuter des réseaux de renseignement dans lesquels les étrangers étaient également très actifs. Alors, aux côtés de Jean-Charles, nous avons le plaisir d'accueillir Sonia Combe, historienne, spécialiste des sociétés est-européennes sous le communisme. Sonia Combe, qui a écrit un compte-rendu très riche et fouillé de l'ouvrage de Jean-Charles, qui est paru dans la revue en ligne En attendant Nadeau, donc vous pourrez avoir accès très facilement à cet article. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Alvax-Torunchik. Vous êtes la fille, je l'ai bien dit, plus ou moins, vous êtes la fille de Francis Alvax, qui était membre du réseau créé par Gabriel Herzler, et vous avez vous-même, Anne, très bien connue, Gabriel Herzler. Et c'est Jean-Yves Potel qui va donc orchestrer cette discussion. Jean-Yves, vous êtes écrivain et universitaire, spécialiste de l'Europe centrale et en particulier de la Pologne. Et vous avez également écrit un très bel article dans En attendant Nadeau. Dans la revue Esprit, pardon. Voilà, sur le livre de Jean-Charles. Donc il y a deux beaux articles qui vous attendent. Mais bien entendu, à la fin de la rencontre, vous pourrez vous procurer le livre de Jean-Charles Chourek et le faire signer par son auteur. Merci Julie. Je vais donner la parole à tous nos amis qui sont autour de moi là. Mais avant, je vais dire un peu quelques mots sur ce livre parce que d'abord j'ai écrit dessus, mais en même temps c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé et fasciné pour beaucoup d'aspects. Et pas simplement parce que on est devant un juif résistant, même si c'est un point très important. Le premier aspect qui m'a beaucoup fasciné dans ce livre, c'est que nous avons affaire il a une forme très particulière qui est pas un simple interview, une rencontre en fait entre un intervieweur, un questionneur et un répondant. Et et tous les deux se connaissent depuis très longtemps. L'interview a eu lieu il va nous expliquer ça, pendant 3 étés successifs. Mais Jean-Charles Chourek et Gabriel Herzler se connaissent depuis toujours. C'est une connaissance, disons, c'est une amitié que je dirais familiale. Tout simplement parce que le père de Jean-Charles était très proche aussi de Gabriel Herzler. Donc là, je pense que ça crée une discussion assez importante, assez intéressante. Ce n'est pas un journaliste qui questionne quelqu'un comme ça de façon naïve. Le deuxième aspect de ce questionnement, c'est que
ce sont deux générations différentes, vous l'avez deviné, mais deux générations qui ont un rapport au communisme et à l'engagement antifasciste, mais surtout au communisme, qui est totalement différent. Parce que, comme vous allez voir, Gabriel Herzler est devenu communiste pendant la guerre d'Espagne, il était socialiste à l'origine, et ensuite il a visité les prisons staliniennes, après avoir visité les interrogatoires assez musclés des staliniens, tout en restant lui-même stalinien. Et il explique très bien dans son livre, et notamment lorsqu'il va à Moscou, il n'y va pas arrêter, etc. Il y va de son propre chef, parce qu'il veut avoir des explications. Et quand il arrive là-bas, on l'arrête, et il fait 10 ans de tôle, quoi, avec des questionnements assez vifs. Il est dans une prison qui est très connue, que tout le monde connaît. Si vous avez lu Chalamov, vous la connaissez, il l'a aussi visitée. Et son rapport au stalinisme, bon, malgré tout, il dit à ce moment-là qu'il pensait que ces gens qui l'interrogeaient, bon, ils étaient assez odieux avec lui, mais en fait, ils étaient le représentant d'une cause juste. Et donc, il ne mettait pas en cause complètement la situation. Or, Jean-Charles Chourec, qui lui aussi connaît très bien le communisme, et il n'est pas allé dans les geôles staliniennes, mais il connaît très bien cette relation au stalinisme, parce que dans sa jeunesse, il a été très engagé aussi dans la lutte contre le stalinisme, tout en étant proche des idées révolutionnaires et marxistes révolutionnaires. Et donc, de sa jeunesse, il a une relation au communisme qui est, au soviétisme, disons, ou au stalinisme, pour être plus précis, qui est de distanciation. Et donc, il ne cherche pas à comprendre le stalinisme, si est-ce qu'il faut le soutenir ou pas. Lui, il a un esprit qui est déjà très clair sur la question. Et donc, ces deux personnages, le questionneur et le questionné, ont une relation au communisme qui est différente. Et ça donne des discussions, à un moment même dans le bouquin, à une discussion un peu vive entre eux. Donc ça, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé, parce que, y compris à travers ces questions, on voit les deux générations qui se... Et le troisième point sur lequel je voulais insister en introduction, c'est que c'est la nature de l'engagement de Gabriel Herzler. Moi, c'est une des questions aussi qui m'intéresse beaucoup, en général, et qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est que l'engagement dans ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle encore souvent le stalinisme, parce que ce n'est pas simplement un livre qui raconte ce que pense un antifasciste, c'est un livre, c'est la confession d'un stalinien. Pendant toute sa vie, il a été stalinien. Et à la fin de sa vie, bien sûr, il a changé, mais pendant toute sa vie, pendant la guerre d'Espagne, pendant la résistance, pendant son réseau, il était stalinien. Il n'était pas du tout critique. Sa rupture avec le stalinisme, probablement, d'après ce que j'ai compris, date de 68. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a une relation, mais aussi totalement sincère, qui est profonde avec son engagement. C'est pas d'après ce qu'on peut savoir dans ce qu'il dit, et les notes extrêmement riches de Karol Chourec dans ce livre, il n'a jamais été un tortionnaire, un salaud, etc. Il a peut-être fait des choses qu'on peut appuyer à certains, mais c'est quelqu'un qui était sincère, qui s'est engagé, comme beaucoup d'autres. Et donc, c'est aussi une caractéristique de ça, des juifs, de beaucoup de juifs communistes, mais pas que de juifs, mais aussi de juifs, surtout de juifs souvent, juifs communistes dans cette génération, de gens qui sont engagés de cette manière, avec une vraie sincérité. Et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce livre, c'est de comprendre, de décrypter ça. Comment c'est possible? Parce que sans cela, on ne comprend rien au XXe siècle et on ne comprend rien à l'engagement communiste de nombreux juifs, et pas simplement que de juifs, mais de nombreux juifs en particulier, parce que le sort qui était celui des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant ce siècle a joué aussi un rôle très important dans la sincérité de cet engagement. Donc c'est ça, je crois, qui est très intéressant dans ce livre, qui se lit comme un roman policier, parce que c'est un très bel interview. Et je vais d'abord donner la parole on va essayer je vais vous donner la parole à tous les trois, mais j'aimerais quand même que, si vous avez tous les trois préparé quelque chose, que je puisse un petit peu rebondir sur ce que vous avez dit à la fin. Donc, Jean-Charles, c'est à toi d'ouvrir. Merci, cher Jean-Yves, de cette introduction qui me va droit au cœur, bien sûr. Je voudrais dire d'abord en introduction que je n'ai pas été seul. Nous avons été 4 pour faire cet ouvrage. Nous avons été 4.
Bien sûr, je l'ai interrogé en 85, 86, 87, 3 étés de suite, pour des raisons que je vais préciser, mais il en est résulté de cet interrogatoire 75 heures d'entretien. Quand on les a retranscrites, ça faisait 400 pages. Nous avons été 4 à retranscrire, Anne, Monique, Yegé Torunchek, le mari de Anne, qui hélas nous a quittés trop tôt dans cette œuvre qui est une œuvre collective. Alors même si j'ai été celui qui l'a... Comment tu dis? L'interrogateur, le questionneur. Le questionneur, est celui qui a fait aussi les notes de bas de page, qui sont très intéressantes, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... J'ai été... Voilà. Donc, voilà. Donc c'est important de dire ça parce que c'est une œuvre collective et qu'il faut le dire. Voilà. Bon, je reviendrai sur la question du stalinisme peut-être après. On ne va pas discuter de tout. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Pourquoi ce livre est fait? Pourquoi j'ai insisté auprès de Gabriel Hersler, Gabi, comme nous l'appelions entre nous? Pourquoi est-ce que j'ai insisté pour que ce livre, pour que ce récit voit le jour? C'est parce que Gabriel Hersler recelait un silence bizarre. Un silence bizarre que tous ses amis ne comprenaient pas. Alors, pour le dire d'un mot, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est né dans une famille sioniste en Pologne, qui ensuite, dans une famille politisée, et qui ensuite a été faire des études de médecine en Suisse, et il a été mu par l'idéologie de l'époque, c'est-à-dire par un antifascisme profond, fondamental, qui l'a amené en Espagne dans les brigades internationales. Et ensuite, il a été, je la fais courte l'histoire, le bouquin fait 620 pages, donc c'est vraiment un gros récit, mais je vais aller droit à ce que je veux dire là maintenant, c'est qu'il a été embarqué dans la construction d'un réseau de renseignement soviétique dont Anne va parler, et de résistance en France, réseau qui, par parenthèse, abritait un autre réseau, était en liaison avec un autre réseau, un réseau parisien, dirigé par un certain Robert Beck, que peu de gens connaissent. Et quand j'ai envoyé ce manuscrit à Denis Péchanski, qui dirige la collection Mémoire chez Hermann, il est tombé de sa chaise, si je puis dire. J'avais envoyé le manuscrit à une quinzaine de maisons d'édition avant. Alors, aucune réponse. Et là, la réponse a été immédiate. Pourquoi? Parce que les parents de Denis faisaient partie du réseau de Beck. C'est comme ça que les livres se font et se font publier. Donc j'étais ravi parce qu'on était un peu désespérés. Surtout qu'on ne voulait pas couper le livre. C'était un livre, un interrogatoire, comme tu dis. C'était 600 pages. Bon, on ne voulait pas couper. On a fait des petites coupes, mais pas des grosses coupes. On a fait des résumés. Ce n'est même pas des coupes, c'est des résumés. Et donc, Denis a convaincu son éditeur. Et c'est comme ça que ce livre existe. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, après l'Espagne, je rebondirai pour... Il quitte la France, il se retrouve en Union soviétique, accueilli comme un héros pendant 6 mois, et ensuite comme un espion pendant 12 ans. Et il fait 11 ans et demi de prison à la Loubianka pendant 3 ans, et ensuite à la prison de Vladimir. Et il en sort qu'en 1956, réhabilité par les autorités soviétiques. Tous ceux-là qui l'ont arrêté, qui lui ont fait le procès, c'est comme dans le procès de Trepper, c'est un peu la même chose. Tous ceux qui l'ont, ou le procès de l'adjoint de Trepper, du numéro 2, qui s'appelait Kent Gourevitch, tous ceux qui l'ont arrêté, tous ceux qui l'ont torturé mentalement, il n'a pas été torturé physiquement, mais torturé mentalement, avoue que tu es un espion, et voilà. Donc tous ceux-là ont été exécutés en 1954 quand Staline est mort. Beria, dont dépendaient tous ces gens-là, a été exécuté. Eux aussi, le fameux Merkuriov, c'était un autre ministre de la sécurité de l'époque. Ils ont tous été exécutés et le processus, l'engrenage vers la réhabilitation a commencé. Et c'est ainsi qu'il a été réhabilité par le procureur général de l'Union soviétique. Le document figure dans le livre, c'est un document important. Et avant de quitter l'Union soviétique, les responsables de la prison ou de la sécurité lui disent « Où voulez-vous partir, camarade ?» Il leur dit
on l'appelle camarade. Pendant 12 ans, on l'a appris espèce de salaud, fils de pute, etc. Là, on l'appelle à nouveau camarade. Où voulez-vous aller, camarade? Il a dit, écoutez, en Pologne. Pourquoi en Pologne? Parce que c'était là où était sa seule famille, qui étaient les anciens d'Espagne. Les anciens d'Espagne, qui sont les anciens volontaires des brigades internationales, qui constituent une sorte de famille, de grande famille, de clan presque. Et le clan était là, la famille était là. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à Varsovie. Et en 1956, il arrive en octobre 1956 à Varsovie, et il tombe en plein dans les événements, dans la révolution polonaise. On parlait de la révolution hongroise en 1956, mais là, il tombe dans les événements de 1956. Et dans les événements de 1956, il faut comprendre une chose. Il a quitté la France en 1944 comme un chef de réseau. Il quitte la France en 1944 et il se retrouve en 1956 dans des événements. Donc, il quitte la France pendant la guerre. Il passe 12 ans dans le système carcéral soviétique, il tombe dans ce qu'il appelle cet univers à part qu'est l'Union soviétique. Il revient en Pologne alors qu'il l'avait quitté en 1932, donc 24 ans après, en Pologne communiste, et il tombe dans l'ébullition des événements. Il ne comprend rien, mais il ne comprend rien de rien. Et la manière pour lui de se sauver, c'est de replonger dans la médecine. Il fait des études de spécialisation en ophtalmologie, et il retrouve un petit peu un petit peu de sa vie. Il quitte la Pologne en 68, j'y reviendrai, je ne veux pas abuser de la parole. Il quitte la Pologne en 68 dans des conditions sur lesquelles nous pourrons peut-être revenir. Je voudrais juste terminer sur la question fondamentale, pour moi, de ce livre, c'est la question de son silence. Quand il revient en 56, les camarades qui sont là, qu'il a connus en Espagne, il est aimé, ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 12 ans en Union soviétique? Et qu'est-ce que tu as fait en France ?» Et il se retrouve devant quelqu'un de mutique. Et il dit « J'étais freiné par mon passé. » Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas sortir de lui, sauf des bribes par-ci, des bribes par-là. Il ne pouvait pas en parler. Et donc, il y avait une sorte de page blanche, pour parler en langage soviétique, il y avait une sorte de page blanche sur tout ça. Et ce que j'ai réussi à faire, et ça je peux me l'attribuer, c'est que j'ai réussi à percer cette page blanche. Un jour, je lui ai dit, écoute, le temps passe, tu commences à prendre de l'âge. Il avait 72 ans, 73 ans, ça me paraît jeune aujourd'hui. Et je lui dis, écoute, il faudrait quand même léguer quelque chose à la postérité. Non, tu ne vas pas garder ça pour toi. Et heureusement, parce que l'histoire des deux réseaux, mais on ne le savait pas. On ne savait rien. Et un jour, il dit, alors il a longtemps hésité, puis un jour, il a dit, bon, d'accord, je vais parler. On a pris rendez-vous dans notre maison de campagne, on a pris rendez-vous, et on s'est assis, il a commencé, et on a parlé des heures et des heures chaque jour. Et quand il commençait à parler, il tombait souvent en transe, parce qu'il arrivait il revivait des pans de son passé qui l'avaient traumatisé, et qui sont dans le livre. Le chapitre sur les prisons est très, très fort, très, très impressionnant. On va peut-être y revenir. Et il est en transe, il raconte tout ça, et puis il avait construit son récit. Il était très méthodique, il ne voulait pas démarrer avec l'enfance. Il n'en avait rien à faire de son enfance ni de son adolescence. On va démarrer en 1944, quand je descends à nouveau, que je quitte le renseignement pour aller vers l'Union soviétique. Alors le silence, j'ai réussi à le percer. C'était le silence qui concernait ce réseau de renseignement et les prisons. Pourquoi les prisons? Bon, on va peut-être y revenir. En tout cas, voilà. Tu dis qu'il quitte il commence en 1944. Enfin, il quitte la France en 1944. Oui, mais il ne commence pas par ça, parce qu'il raconte l'Espagne, il y a quand même une dimension du livre qui m'a beaucoup fasciné. C'est un véritable cours de logistique clandestine. Si tu veux, vous voulez organiser un réseau clandestin, lisez ce livre. Comment est-ce qu'on passe ici? Comment on fait un passage, etc. Comment on fait des faux papiers? C'est quand même extraordinairement détaillé. Le réseau d'Hersler a été beaucoup moins atteint, même pas du tout, que le réseau de Trépère qui est tombé, le réseau de Beck qui est tombé, et de quelle façon il est tombé, on pourra en parler, Anne, je pense que tu vas en parler. Donc là vraiment, il a montré des qualités de chef de réseau méthodique extraordinaires. Voilà. Je ne peux pas lire un témoignage sur le passage de la frontière des Pyrénées. Maintenant, c'est plus possible, y compris celle de Benjamin. Je ne peux pas le lire sans penser à son passage à lui. Parce que lui, il raconte en détail comment ça s'est passé. C'était très différent et ça s'est bien passé. Et alors, juste termine sur la question du silence, parce que j'ai une citation que j'ai cherchée et que j'ai trouvée. Lui, il disait « J'étais freiné par mon passé
Et j'ai compris ensuite que c'était une forme de peur qui l'habitait. Et j'ai trouvé cette citation de l'écrivaine russo-soviétique, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, Lydia Tchoukovskaya, je ne sais pas si tu connais, Lydia Tchoukovskaya, une peur qui devait durer une vie entière. Je crois que c'était ça qui habitait Gabriel Herzler. Bon, donc on va donner tout de suite la parole à Anne Alvax Toronchek, qui a bien connu Herzler aussi et qui a participé à la réalisation du livre. Alors, est-ce que vous pouvez témoigner un peu plus que Carole sur ce personnage? Il faut que vous parliez dans le micro. Il faut que tu me dises à quelle heure ça finit. Il faut que tu me dises à quelle heure ça finit. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Oui, alors on m'a demandé de faire un témoignage. Et puis, j'ai choisi de parler du réseau. Je m'excuse d'avance parce que je déteste parler en public. Je m'accrocherai un peu à mon papier, mais voilà, je m'accroche. Donc, j'ai connu Gabriel Herzler, que nous appelons Gabi, lorsque j'avais 12 ou 13 ans, et qu'il a miraculeusement réapparu après 12 ans d'absence, où ni sa femme Conchita, ni nous, ni aucun de ses amis ne savaient ce qu'il était devenu. Mon père, Francis Alvax, avait fait partie du réseau de Gabi. Mes parents, pendant la guerre, avaient vécu avec sa femme Conchita, sa petite fille Nelly, ma sœur Catherine, clandestinement à Lyon. Et bien sûr, Gabi passait de temps à autre. À la suite de la disparition de Gabi en 1944, Conchita, après la guerre, venait très souvent chez nous. Mes parents étaient persuadés que Gabi était mort. À Aix-en-Provence, oui. Mais elle, qui vivait à Marseille, elle continuait à espérer. Et quand, en 1956, elle a reçu un coup de fil de Varsovie, lui annonçant son retour, et qu'elle est partie le rejoindre, et je vous laisse imaginer l'émotion que nous avons ressentie. Par la suite, Gabi et Conchita venaient à peu près tous les 2-3 ans nous voir à Aix. J'étais fascinée par cet homme, chauve, maigre, assez silencieux, mais très chaleureux et plein d'humour. J'étais fascinée à cause de son histoire, bien sûr, dont il ne parlait jamais, mais aussi parce que, rarement, de temps en temps, tout à coup, il se mettait à raconter l'histoire de quelqu'un qu'il avait rencontré, en particulier à Vladimir, dans la prison. C'est ainsi, par exemple, qu'il nous avait raconté l'histoire incroyable de cet Estonien qui s'est évadé d'un camp au fin fond de la Sibérie et qui avait parcouru des milliers de kilomètres pour se faire reprendre au moment où il arrivait chez lui. Alors, quand en 1964, Gabi m'a invitée à Varsovie, je suis partie sans hésitation, tout excitée à l'idée de traverser le rideau de fer. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Jurek Toronchik, qui était le fils de l'ancien brigadiste de la guerre d'Espagne et qui est devenu, quelques années plus tard, mon mari. C'est dire si Gabi a joué un rôle central dans ma vie. Alors, je voudrais
parler de Gabi Résistant, créateur d'un réseau de renseignement à destination de Moscou. Travailler pour la patrie soviétique, c'était travailler pour le sommet du monde communiste, dit-il. Pour un communiste, c'était un honneur de travailler pour l'Union soviétique. Et pour lui, ça faisait aussi partie de la lutte contre le fascisme. Si mon père faisait partie de ce réseau et a même été un temps responsable de l'antenne de Lyon, il en ignorait à peu près tout. On a retrouvé dans les archives de Gabi une cassette où il avait enregistré en 1984 une conversation avec mes parents. Et on peut y mesurer leur ignorance. 40 ans après, sortant de son silence, d'abord il s'enquiert de ce qui est devenu son réseau après son départ. Et puis il raconte toute l'histoire du réseau, de la radio, de la chute du réseau de Beck. Et c'était la première fois que mon père se rendait compte du rôle qu'il avait joué dans cette entreprise. Alors, il est absolument impossible de raconter toute cette histoire, comme vous l'avez dit, qui est plus passionnante qu'un roman policier. Moi, je me souviens que quand je transcrivais ces cassettes, je haletais d'impatience de connaître la suite. Est-ce que vous pourriez dire, parce que ce n'était pas très clair pour les gens qui n'ont pas lu le livre, pourquoi il est allé à Moscou par rapport à son réseau? Parce qu'en 1944, il n'a pas été arrêté à Paris par les soviétiques. Pourquoi il s'est retrouvé à Moscou? Comment il s'est retrouvé à Moscou? Ah, ça c'est une longue histoire. Hein. Oh. Il s'est retrouvé à Moscou parce que tout à coup, la liaison a été coupée entre son réseau et Moscou. Et il voulait comprendre, il voulait reprendre contact. Et au fond, il rêvait d'aller dans la grande patrie soviétique. Hein, voilà. Il croyait vraiment que c'était un problème technique, en fait. Oui, il dit qu'il a compris très très longtemps après. En particulier en prison, il n'arrête pas de se remémorer. C'est pour ça aussi qu'il a une mémoire aussi précise. C'est qu'il n'arrête pas de se remémorer, comme il dit, ce que j'avais bien fait, ce que j'avais mal fait, pour essayer de comprendre d'abord pourquoi il était en prison, et ensuite la raison pour laquelle le lien s'était arrêté avec Moscou. Oui. Non, juste ce que je veux dire, pour compléter ce que tu dis, c'est que les deux réseaux travaillaient ensemble, mais le réseau de Beck est tombé. Et c'était le réseau principal du point de vue de Moscou. Moscou envoyait ses messages à Beck, et Beck répondait à Moscou par l'intermédiaire, je ne sais pas si tu avais l'intention de le dire, par l'intermédiaire de Gabriel Herzler. De son émetteur, en fait. De son émetteur qui était à Aix-en-Provence. Il y avait un émetteur à Aix-en-Provence. Il y avait un émetteur à Aix-en-Provence. Il a construit un émetteur à Aix-en-Provence qui émettait vers Moscou. Le problème qu'il avait, c'est qu'il n'avait pas le code pour aller à Moscou. Le code lui a été donné par Beck. C'est Beck qui a donné le code, et le code est venu par l'intermédiaire d'une jeune femme qui venait de Moscou et qui leur a donné le code. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'était pas à Aix, l'émetteur. Non, l'émetteur était sur les hauteurs de Cannes. Mais la jeune femme, quand elle est venue apporter le code, elle a apporté le code, elle voulait ensuite faire de l'action. Et là, Moscou n'avait rien prévu pour cette jeune femme, personne n'avait rien prévu. Donc, ils lui ont donné de guerre lasse des activités militantes, résistantes, et elle est tombée. Et en tombant, elle a donné l'adresse de Robert Beck, et tout le réseau de Beck est tombé. Quand le réseau de Beck est tombé, Moscou
a compris, l'a su, l'a appris, et ils ont coupé tout. Parce que, c'est Gabi qui a dit. et c'est qui a même raconté. Gabriel qui leur a dit. Et donc, quand un réseau tombe, et ça Gabriel ne le savait pas parce que c'était un amateur quand même, quand le réseau tombe, le Moscou coupe. Et eux, ils ne comprennent pas parce que c'est des naïfs et des amateurs, mais pourquoi ils ne nous répondent plus, ces salauds de Russes? Et donc, ils se sont dit, il faut envoyer l'un des nôtres pour aller voir pourquoi ils ne répondent plus, mis à part qu'ils étaient fascinés pour comprendre ce qui se passe là-bas. Et c'est ainsi qu'il entreprend ce voyage de 6 mois qui va être tragique. C'est un peu naïf de partir comme ça. Naïf, c'est l'époque. Oui. Et si vous voulez faire un émetteur... Je voulais juste dire que pour ceux qui ont été découragés par l'épaisseur du livre, eh bien, je répète que je les incite à le lire parce que je leur garantis qu'ils ne s'ennuieront pas. Voilà. Comment? La question, c'est comment ce médecin juif polonais, fraîchement socialiste, au départ, fraîchement diplômé en Suisse, parti en Espagne avec la flamme antifasciste, comme il disait, devenu, selon ses propres mots, un croyant communiste durant cette guerre d'Espagne. Comment cet homme a-t-il été capable de se métamorphoser en créateur et chef d'un réseau de renseignement sans aucune formation? Comment est-ce qu'il a acquis toutes les connaissances, les savoir-faire, les compétences pour cette énorme entreprise? Eh bien, en vérité, on n'a pas vraiment la réponse. J'étais un amateur, dit-il tout le temps, en se comparant à Trépère et à l'Orchestre Rouge. Et c'est quand même un amateur qui a réussi à monter un réseau de renseignement qui a fonctionné pendant des mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Hitler a envahi l'Union soviétique, Gabi était employé au consulat de Vichy. Et quand le consulat a fermé précipitamment, le consul soviétique a dit à Gabi, bon, ben, tu vas maintenant faire un réseau de renseignement, tu vas me laisser une adresse et on t'enverra des directives pour le réaliser. Et donc, Gabi a foutu le camp précipitamment, et puis il attendait ces directives. Et il attendait, et puis, sans aucun moyen, il a pris une décision. Je ne faisais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Un communiste doit agir, surtout quand la Grande Guerre a commencé. Des communistes ne doivent pas attendre sans rien faire qu'on leur donne à manger. Il faut donc se préparer. Et en attendant le contact avec Moscou, il faut construire une radio pour pouvoir communiquer. Ben voyons. Allons-y. Il suffit de trouver un spécialiste, communiste, bien entendu, de trouver où et comment acheter des pièces d'émetteurs en pleine occupation nazie, de se procurer de l'argent, beaucoup d'argent, de repérer les meilleurs endroits où on peut, sans trop de risques, communiquer avec Moscou. Eh bien, Gabi, avec une logique et une obstination implacables, et avec l'aide de son grand ami Henrik Sternel, qu'il appelle mon bras droit, il s'attaque un à ces obstacles
Et il franchit toutes les étapes pour obtenir son objectif et il y arrive. Alors, ce n'est pas tout, parce que on trouvera dans ce livre un formidable mode d'emploi pour l'action clandestine. Dans tout travail clandestin, dit-il, il y a 2 principes essentiels: en savoir le moins possible à cause du risque de chantage, avoir le moins de contacts possible. Et on apprend une foule de choses. Comment on fabrique des faux papiers. Il est très fier de son habileté. Les règles du cloisonnement. Chacun doit savoir uniquement ce qui lui est nécessaire. C'est pour ça que mon père ne savait rien. Et comment on évite absolument les contacts directs. On se sert de boîte aux lettres, par exemple un bar, pour se faire passer des messages. Comment on communique en écrivant par mots codés entre les lignes à l'encre sympathique d'une carte postale où on s'envoie. Comment on fabrique des petites bombes incendiaires. Et comment on prend rendez-vous et qu'est-ce qu'on fait lorsque la personne ne vient pas. Et puis, les règles de comportement. Comment on reste absolument impassible lors d'un contrôle alors qu'intérieurement on crève de trouille. Comment on s'habille. Tout un travail sur l'apparence, selon les circonstances. Comment on s'habille. Tu peux revenir après dans la discussion. Et non, parce qu'il y a, Gabi qui est l'homme de l'ombre, hein, l'homme résistant, etc. Et ensuite, il y a l'autre Gabi pour qui l'amitié est plus importante que lui, que tout. C'est là que tu peux t'arrêter. Passe la Bon. parole à Sonia et tu reviens ensuite à l'amitié. Bon, mais je tiens à y revenir parce que c'est très important. Oui. Voilà. Bon, donc je donne la parole à Sonia tout de suite, en signalant quand même une petite anecdote personnelle qui est très très courte. C'est que ce fameux émetteur à Cannes, il était à 100 mètres de là où j'habitais pendant un certain temps. Ah oui. Et où on a créé des organisations révolutionnaires par là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait cet émetteur. Oui, j'ai aperçu Gabi il y a fort longtemps, effectivement. C'était un personnage assez très calme et très secret. On le sentait. Voilà, c'était un personnage impressionnant. Bien, sinon, alors à propos de l'Espagne, parce que chacun a sa lecture de ce livre. Moi, à propos de l'Espagne, cette Espagne qui est restée dans la mémoire de tous les antifascistes qui y sont passés de façon très forte. Il y a un très beau passage dans ce que tu dis, Jean-Charles, sur ce que c'est que cet engagement pour l'Espagne, et ça a correspondu à un engagement pour la vie entière. C'est-à-dire que les anciens d'Espagne sont toujours restés des anciens d'Espagne, même s'ils ont vécu quantité de choses après, notamment des camps nazis, par exemple. Mais ils sont, à l'origine, ils sont restés des anciens d'Espagne. Alors, je vais vous donner une anecdote. J'ai interviewé une fois un ancien d'Espagne qui avait été un juif allemand, qui avait communiste, qui avait rejoint l'Espagne. Et puis ensuite, il avait eu de la chance, il avait réussi à rejoindre les États-Unis, où il avait fait des études de psychologie, et il était devenu un assistant de Bettelheim, de Bruno Bettelheim. Et puis en 1953, il décide de rentrer en Allemagne, et il va où? En Allemagne de l'Est. Et là, je l'interviewe, donc il est à Berlin-Est, c'était avant la chute du mur, et je le regarde, je dis, mais comment vous avez pu faire pour rentrer en Allemagne? Et en plus, alors que vous êtes juif, mais comment vous avez pu choisir ce pays? Et il me regarde, il me dit, mon enfant, vous ne comprenez rien à l'histoire. Moi, à New York, j'ai assisté à l'exécution des Rosenberg en juin 1953. Et j'ai décidé que je ne pouvais plus rester dans ce pays. Bon, d'accord.
Bien. Et je lui dis, mais vous n'aviez pas entendu parler de ce qui se passait en Europe de l'Est, l'antisémitisme, etc. Il dit, tout ça pour moi c'était de la propagande, alors que l'exécution des Rosenberg, ben, j'y avais assisté. Bon, et puis après, il me dit, de toute façon, je vais vous dire, ce que je voulais, moi, en rentrant ici à Berlin-Est, c'était retrouver mes camarades d'Espagne. C'était ça, le fondement de ça. Son retour, c'était certainement encore un attachement au communisme, hein, mais c'était retrouver ses anciens d'Espagne. Alors maintenant, Jean-Yves, je ne dirais pas si facilement que toi, mais je l'ai fait comme toi toute ma jeunesse, stalinien. Oui, stalinien, on a dit, dès que quelqu'un était au Parti communiste, quand on était jeune, on disait c'est un stalinien. Mais on a un peu abusé de ce mot stalinien. Quand j'entends que Gabi était resté stalinien, ça me fait un peu mal. Voilà. Je ne pense pas qu'il est... Un stalinien, c'est quelqu'un qui est resté un adepte de Staline et de son mode de corruption, de corruption de l'idée révolutionnaire et de corruption des hommes. Gabi n'était pas comme ça. Il a fait partie de ceux qui ne savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Alors, moi, j'avais senti chez Gabi ce secret. Ça se voyait sur son visage, dans son silence, ce secret. Et je me suis souvenu d'une phrase que je trouve très, très belle de Saint-Prune, qui avait le sens de la formule. Il disait le parti, c'était le lieu du secret et du sacré. Et c'est exactement ça, on peut dire, hein, qui a joué chez Gabi. Alors ensuite, maintenant, est-ce que Gabi était un croyant? Il le dit qu'il était un croyant. C'est un terme que je n'aime pas trop, parce que croyant, pour moi, ça renvoie à la religion. Or, je pense que l'attachement à l'idée communiste ne relève pas, notamment chez Gabi, d'une foi, de la foi du chrétien. C'est une conviction forte qui repose sur une analyse marxiste, une croyance dans le fait que la propriété privée des biens de production, elle engendre l'injustice, des choses comme ça, si vous voulez. Il y avait autre chose qu'une croyance aveugle dans une idéologie. On ne va pas se lancer dans ce débat. Non, mais je le mentionne au passage parce que, voilà. Alors sinon, pourquoi il est resté fidèle à cette idée du communisme? Et là, quand j'avais travaillé sur cette question à propos des communistes juifs est-allemands, j'avais eu recours à un sociologue, psychosociologue américain, qui s'appelle Festinger, que vous devez connaître, et qui disait qu'il est dérisoire à essayer de changer une conviction forte, surtout si l'adepte a engagé une partie de sa vie sur cette expérience. Et c'était un peu le cas de Gabi. Voilà, alors maintenant, l'énigme, il rentre en Pologne. Oui, il rentre en Pologne. Mais où aller? Où aller si ce n'est en Pologne? Bon, c'est vrai que c'est là qu'il a retrouvé les anciens d'Espagne et ses amis, mais c'est surtout que ça renvoie à cette situation qu'on oublie un petit peu, des Juifs d'Europe centrale. Ces Juifs d'Europe de l'Est, bon, certains d'entre vous ont lu le livre de Yuri Zleskin, le siècle juif. Il raconte que les Juifs d'Europe centrale, avant la Shoah, hein, avaient trois options. Il y avait celle qui était l'Amérique, hein, le libéralisme, l'Amérique. On essayait d'émigrer en Amérique. Il y avait ceux qui se tournaient vers le communisme, qui était très important, très largement majoritaire, je crois, à ce moment-là. Et donc, c'était l'URSS, leur avenir. Puis, il y avait le nationalisme, à savoir le sionisme. Et en ce qui concerne donc Gabi, il fait partie des représentants de ceux qui se sont tournés vers le communisme et l'URSS comme solution à la question juive, si je peux dire. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant... Oui, enfin, juste pour aller dans le même sens que toi sur le dernier point, j'ajouterais qu'il dit dans cette interview, la question que posait Carole, pourquoi il retourne en Pologne, c'est qu'il avait aussi une vision de la Pologne qui avait été antisémite avant et qui normalement ne l'était plus. Parce qu'il y avait eu la construction du socialisme, etc. Il était dans l'état d'esprit de beaucoup de gens qui sont retournés en Pologne pour construire le socialisme en Pologne à leur manière, pas à la manière de Staline. J'ajouterais un autre point aussi qui me paraît, qui n'a pas été dit, mais qui va entre les deux dernières interventions, c'est quand il construit son réseau,
il le construit. Vous avez dit que bon, il y a sur qui s'appuyer, ça, il prend ses amis. En fait, il le construit sur un réseau d'anciens d'Espagne. Et ces anciens d'Espagne, ils savent, ils sont pas tous des spécialistes, mais enfin, ils savent ce que c'est qu'une arme. Ils ont fait la guerre quand même. Et deuxièmement, il y avait un autre aspect dans son adhésion au communisme qui, pendant la guerre d'Espagne, qu'il signale, c'est qu'il était absolument fasciné par la capacité d'organisation des communistes. Donc c'était quand même quelque chose qui le fascinait beaucoup et qui après va avoir des tas de conséquences. Mais c'est comme ça. Et il critiquait en partie les socialistes parce qu'ils étaient un peu amateurs, etc. Et je crois que ça permet de comprendre, c'est pas la solution, mais ça permet de comprendre toute une série de ces attitudes. Mais peut-être que vous pourriez en profiter maintenant pour nous dire un mot sur sa fidélité, justement, parce qu'il n'y a pas que la question de la fidélité, de la transmission technique du militantisme, mais il y a aussi une fidélité humaine qui traverse tout son travail et qui explique en partie aussi sa continuité, en fait, son histoire. Oui, parce qu'il y a un autre Gabi que celui dont j'ai parlé, l'homme de l'ombre, le clandestin, le résistant. C'est aussi un homme pour qui l'amitié est plus forte que tout. Et il y a effectivement d'abord les liens extraordinaires qui se sont noués pendant la guerre d'Espagne entre les brigadistes qui ont été des liens d'amitié à vie. Voilà. Il faut rappeler que les brigadistes, ils étaient partout dans la résistance. Hein. Ils étaient dans le réseau de Gabi de Bec, et ils étaient à la MOI du Parti communiste, dans les FTP. Et ils ont joué un rôle extrêmement important. Parce que, explique Gabi, on avait confiance. Ils avaient fait la guerre d'Espagne. Sur Heinrich Sternhell, son grand ami, il s'exprime 40 ans après sa mort avec des accents et une émotion qui montrent combien les liens d'amitié étaient forts entre ces deux hommes. Ils étaient tous les deux médecins. Ils s'étaient rencontrés en Espagne. Ils sont entrés au Parti communiste ensemble. Ils se sont retrouvés ensuite dans les camps français. Et Gabi a aidé Sternhell, lui a permis de s'évader de Gurs. C'est à Sternhell qu'il fait appel dès qu'il a décidé de construire ce réseau. Il écrit, par exemple, à chaque endroit où on allait, on était ensemble. Je lui avais immédiatement présenté Conchita. C'était vraiment naturel, on était devenus presque comme des frères. Il voit très lucidement les défauts de Sternhell et qu'il n'est pas fait pour la vie clandestine. Je l'aimais, c'était vraiment comme un frère, mais il n'était pas fait pour notre réseau, il était sur une autre planète. C'est comme ça qu'en avril 1943, sur la demande de Sternhell, il l'aide à partir dans l'armée clandestine en Pologne, et où il va tomber entre les mains de la Gestapo 3 mois après. Bon, alors je vais un peu vite, je ne vais pas citer la grande amitié avec Robert Beck, sauf si ça vous intéresse. L'amitié est même plus forte que la discipline et que les règles de prudence. C'est ça qui est étonnant. Alors qu'on lui a interdit de garder des contacts avec le Parti communiste pour des raisons de prudence, eh bien, il les obéit. Et il va constamment à Néris-les-Bains, chez Roman Negenia, Mo et Marie, Vita et Bolek Yellen. Je les connaissais depuis l'Espagne. J'étais en amitié avec eux. C'est une formule qui revient constamment dans sa bouche.
À son retour de l'Union soviétique, il va fidèlement revoir tous ses amis d'autrefois, partout où il se trouve. Il ne dit pas un mot de ce qu'il a vécu personnellement, mais les liens d'amitié sont là, chaleureux et indéfectibles. Pas seulement avec les anciens d'Espagne, mais par exemple avec nous, la famille de Francis, l'avocat Giocanti, qui l'a aidé à Marseille, et même des gens qu'il a rencontrés en prison. Le russe Parine, à qui il a arraché une dent et qui lui en est éternellement responsable. Et éternellement reconnaissant, par exemple. Et puis, des Allemands. Une vraie amitié s'est établie avec l'un d'eux. Nous avons échangé nos adresses pour se revoir, si on sortait. Et il reste en contact avec plusieurs Allemands rencontrés en prison. Et quand Carole, excusez-moi, je l'appelle Carole, s'en étonne, il s'exclame « Écoute, nous avions été très longtemps ensemble, vécu une même histoire. On s'était liés d'amitié. On disait « Est-ce possible qu'on se revoie un jour ?» Qu'est-ce qu'ils avaient fait dans la vie, ces Allemands? Qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces Allemands, avant d'être en prison? Ils ne savent pas, bien sûr. Les Allemands ne parlaient jamais de ce qu'ils avaient fait. Et en plus, Gabi ne savait pas. Parce que ça, c'est aussi un aspect étonnant. On est dans le mémorial de la Shoah. Mais Gabi, il a loupé la Shoah, en quelque sorte. Parce que quand il était en France, résistant, certes, il savait qu'il y avait des rafles, des déportations, mais pas plus. Quand il était en prison en Union soviétique, il ne savait rien. Il n'a même pas su quand la guerre s'était arrêtée. Il n'a pas su quand Staline est mort. Et donc, vous imaginez bien que les Allemands qu'il a rencontrés ne se vantaient pas de ce qu'ils avaient fait. Et donc, en réalité, Gabi, il a appris la Shoah en 1956 et où le monde avait complètement changé. Non, mais je posais cette question parce que parmi les Allemands qui étaient dans le goulag, il n'y avait pas que des nazis, il y avait d'autres Allemands qui avaient été des... Non, il n'y avait pas que des nazis. Mais il a rencontré des nazis, des vrais. Hein. C'est pas le goulag, c'est la prison. Oui, ceux qui étaient en prison, c'était quand même des gens très importants, hein, qui étaient au secret. Personne ne savait ce qu'ils étaient devenus. C'était pas n'importe quel Allemand. Je prends 2 minutes. Non, c'était des vrais nazis en prison. Ils passent des années dans cette prison. Et dans une prison, quand on est jour et nuit avec des gens, les gens se vérifient autrement que par leur idéologie. Et donc là, ils en parlaient quand même, mais il est quand même il devient ami avec des nazis qui étaient des nazis convaincus idéologiquement et qui se dénazifient un petit peu en prison. Lorsqu'il discute avec eux, et avec certains d'entre eux, il va garder effectivement des liens jusque tard après. Par contre, il y a aussi un vrai nazi, un vrai gestapiste avec qui il n'est pas du tout en amitié et dont il raconte un épisode très intéressant parce que ce gestapiste est un boxeur qui, je crois, était dans les gardes SS d'Auschwitz, 1m90, et dans la prison, il y a aussi des Russes, des Ukrainiens. Il y a un petit Ukrainien d'1m60. Ça rencontre le conflit qu'il y a entre les droits communs et les politiques. Et il y a un des droits communs qui était un assassin, déjà visiblement. Quand il est rentré dans la cellule, ils se sont tout de suite vus, le gestapiste et lui. Et le gestapiste a eu une peur bleue que le petit Ukrainien ne lui plante un couteau
dans le ventre dans la nuit, parce que ça lui coûtait rien. Et en plus, la peine de mort avait été abolie à cette époque-là. Bon, voilà. Bon, parce qu'il faut qu'on donne un peu la parole à la salle. Donc, si vous avez encore un mot, sinon on passe à des questions. Un mot. Oui, allez-y. Oui. Qui concerne l'espèce de désespoir que j'éprouve aujourd'hui quand je pense aux brigadistes, à mon père et à Gabi. Je pense à la dernière phrase de son livre. Chaque patriotisme est le premier pas vers le nationalisme, le chauvinisme, le fascisme. Il aurait pu rajouter la guerre. J'ai toujours été contre le patriotisme. Ça ne m'a pas servi, mais c'est comme ça. Et donc, je pense à ce qu'il aurait pensé de l'époque où nous vivons, à la montée des nationalismes dans le monde entier et à la renaissance de ce qui est analogue au fascisme. Voilà, j'ai fini. Merci pour cette remarque. Quelqu'un veut-il... On a un quart d'heure pour répondre, un peu plus d'un quart d'heure. Donc, si vous pouvez... parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc vous avez pas beaucoup de temps pour réfléchir à votre question. Donc, allez-y. Ah, il y en a une là-bas. Ah ben, il y a un certain Dominique Prussac là-bas, oui. Juste pour savoir ce qui s'est passé avec lui et la Pologne en 68, quand il était en Pologne, et les événements. Vous n'avez pas abordé ça tout à l'heure, non? Est-ce qu'on peut avoir un mot sur 68? Ce qui s'est passé avec lui, ouais. Voilà. Oui, parce que... En 68, il est le premier à partir. Parce que ce que vient de dire Anne, sa dernière phrase est très importante. Il y a eu des gens qui ont quitté... C'est la dernière campagne antisémite, 68. Hein. Il y a eu plusieurs campagnes antisémites sous le régime communiste. 68, c'est la dernière. Et il y a des milliers de Juifs qui quittent la Pologne en 68-69. Mes parents, les parents de Jurek, ils quittent tous. Mais les parents de Jurek, par exemple, Anne en parlera mieux que moi, sa mère était une profonde patriote polonaise. Elle avait adhéré à la culture polonaise. Mon père, un peu moins. Mais sa belle-mère, si je puis dire, oui, beaucoup. Gabriel Herzler, lui, pas du tout. C'était un type complètement mu par une sorte de cosmopolitisme au sens le plus noble du terme. Il se revendiquait cosmopolite alors que c'était une insulte à l'époque, rappelez-vous. Et quand il a vu les premiers signes d'antisémitisme en Pologne qui pointent leur nez en 67 et en 68, il est le premier à dire à son épouse, comme Georges Marchais à sa femme, nous partons. Et il prend sa voiture et il quitte la frontière polonaise légalement. Il y reste des heures, on photographie tout son carnet d'adresses que j'ai retrouvé dans l'Institut de la mémoire nationale 30 ans après. Et il quitte la Pologne définitivement. Sa femme le rejoindra après. Donc il n'a pas d'atoche patriotique. Il est vraiment mu. C'est comme son antifascisme. Il était d'un antifascisme profond, mais un peu abstrait. Il était, pour moi, c'était un homme mu par l'abstraction. Il a été communiste, il a été stalinien, le temps où on était stalinien. Il a vu effectivement comment les communistes étaient bien organisés en Espagne. C'est ça qui l'a convaincu, parce qu'il était socialiste au départ. Et après, quand il revient en 1956, il se déstalinise progressivement. Un petit exemple qui est vraiment... enfin, ça parlera à ceux à qui ça va parler, mais le comité central lui demande, parce qu'il parlait bien russe pour cause, le comité central lui demande d'accompagner des délégations de soviétiques. Et les soviétiques viennent et il va accompagner ces délégations dans les lieux à Zakopane, dans les montagnes, pour les aider à se reposer là-bas. Un jour, il leur dit, écoutez, camarades, j'ai une très triste nouvelle à vous annoncer aux camarades, au premier secrétaire de Leningrad. Il lui dit, camarade, une chose terrible est arrivée, le camarade Togliatti est mort. Et qu'est-ce qu'il voit comme réaction? Le premier secrétaire de Leningrad lui dit, mais enfin, qui est Togliatti? Donc là, il est tombé des nues. Pour lui, il y a une sorte de tomber des nues. Et ça, c'est des facteurs de déstalinisation, plus l'antisémitisme. Et à la fin, il était redevenu socialiste, tout simplement. Oui, mais si j'ai bien compris, il considère que c'est 68 la date qui est la rupture définitive.
physique, c'est une rupture. Alors, on ne peut pas savoir, toi tu le sais peut-être mieux, quelles ont été les ruptures progressives en 64, 65, 66. Il fréquentait les anciens d'Espagne qui étaient tous très amers de ce qui se passait. Oui, c'était un groupe en Pologne. C'était un groupe qui voyait ce qui se passait et qui a été très courageux en 56, puisqu'ils se sont portés contre les armées soviétiques, mais il y en avait 2 qui étaient des généraux. Mais progressivement, c'est l'amertume qui s'installe et quelque chose qui dit, mais enfin, c'est pas ça qu'on a voulu. Si je puis dire, si je peux ajouter une chose, il était. Alors tu dis, oui, cosmopolite, universaliste, à tel point qu'il a fait partie de ces juifs qui ne savaient pas où aller, qui sont allés Palestine, puis devenus Israël, et ils n'ont pas pu y rester. Et ils sont nombreux, ceux-là aussi. Alors, est-ce que j'aurais une petite question? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, dans la salle. Pendant que vous réfléchissez, moi j'ai une petite question. Madame. Ici. En fait, le problème, c'est que avec le contre-jour, je ne vois rien. Oui. Alors, qui est-ce qui veut parler? Allez-y, madame. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai un commentaire allez-y. Notamment sur le stalinisme en Pologne. Le stalinisme en Pologne, c'était, selon la période, différentes choses. Moi, je suis né en Pologne. Je suis resté en Pologne avec ma mère jusqu'en 1950. Les 3 dernières années, j'étais dans une école juive à Cracovie. Mais la Pologne était déjà communiste. Elle était communiste, mais communisme polonais, communisme un peu caché. À l'école juive, subventionnée largement par l'argent venant des États-Unis, du Canada. On nous enseignait à chanter russe. Il n'y avait pas de leçons de russe. On ne parlait pas russe, mais on chantait russe. Je connais les chansons jusqu'à ce jour-ci. Donc, quand Staline est mort, j'étais plus en Pologne. J'étais en Israël. J'étais extrêmement surpris. Enfin, j'étais jeune. J'étais très surpris de toutes ces choses affreuses qui ressortaient, les mal qu'on parlait de Staline. Pour moi, Staline, c'était le petit père du peuple. C'était un héros. C'était quelqu'un de vénéré, d'adulé. Donc, le stalinisme, selon l'âge de la personne et la période pendant laquelle il se trouvait dans un endroit ou dans un autre, ça avait des significations très différentes. Merci. Oui. Tu prends le micro. Moi, je voulais dire que quand j'ai été en Pologne pour la première fois en 64, j'ai connu ton père. Et on a beaucoup parlé. Ils rêvaient d'un socialisme à visage humain. Et leur modèle, c'était Togliatti. Voilà. Non, mais c'est bon, on va pas. Je veux bien qu'on se lance dans ce débat sur le stalinisme, mais ça, on n'aura pas le temps, parce qu'en fait, tout au long, dans toutes les démocraties populaires, à partir de 52, 53, ils voulaient construire leur socialisme à leur manière. Et ils ne voulaient pas appliquer le système tel qu'il était à Moscou. Mais en même temps, ils faisaient la même chose, parce qu'ils construisaient le même type de système politique à quelques détails près. Donc on peut discuter longuement sur cette question, sur comment était organisée l'économie, comment étaient les droits de l'homme, etc. Il n'y a pas de différence. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens parlaient de cette période comme une période stalinienne, même s'il y a eu le visage humain, etc., etc. Il y a eu l'eurocommunisme, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aurais une question à Carole, puisqu'il a le micro.
j'aimerais savoir, pour revenir sur le cosmopolitisme, dans quelle langue vous avez interviewé tout au long de ces 80 ou je ne sais plus combien d'heures Gabriel? Dans quelle langue? Gabriel parlait français. Non, mais d'accord, mais toi aussi tu parles polonais, donc qu'est-ce que... Oui, mais on ne parlait pas polonais, on parlait français parce que... Tout a été fait en français. Tout a été en français et les cassettes sont chez moi. Elles vont être remises à la Contemporaine, Oui. à qui j'ai remis les archives de Gabi. Il y avait déjà un film que Sonia connaît, qui a été fait il y a 30 ans, avec un film de 2h30 où il commente. C'était un grand photographe par ailleurs. Un photographe, peut-être pas grand sur le plan de la qualité de la photographie, mais beaucoup de photographies et beaucoup de photographies qui témoignent de la guerre d'Espagne notamment. Et oui, on aurait pu faire des photos. Et donc voilà, on parlait français. Bref, pour revenir à la question. Mais moi, ce que je voulais dire, je veux revenir au livre un petit peu. Je voulais dire une chose, c'est que il était drôle. Il était dans cette vie cruelle qui l'a atteint, lui, bourgeois juif, j'allais presque dire bourgeois israélite, à qui il est arrivé cette chose inouïe de se retrouver en Espagne, dans un réseau de renseignement. Enfin, tout ça lui est tombé sur la tête, et les prisons, c'est le summum. Mais avec ça, son récit est drôle. Je voudrais juste citer un passage. Il est en face d'un juge d'instruction, à la Lubyanka, et c'est l'époque où il faut qu'il avoue. Il doit avouer. Alors d'abord, on lui donne un juge d'instruction ukrainien, et puis quand les autorités se rendent compte qu'il est juif, on lui donne un juge d'instruction juif, et il est amené à discuter avec ce juge d'instruction, et le juge d'instruction lui dit, écoutez, avouez que vous êtes coupable. Si vous avouez que vous êtes coupable, vous ne resterez plus en prison, vous serez mieux nourri, vous aurez beaucoup plus de facilité, et de toute façon, et vous dormirez, et de toute façon, vous écoperez de 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison. C'est le tarif ici, il n'y a pas... Alors il réfléchit beaucoup, il réfléchit et il dit, bon, il se met d'accord avec le juge d'instruction et il dit, bon, j'admets, je suis coupable. Mais il se dit, mais coupable de quoi? Je ne savais pas de quoi je devais être coupable. Alors il me dit, vous êtes un espion des Anglais. Bon, pourquoi des Anglais? Pourquoi pas des Américains? Bon, finalement j'ai dit, oui, des Anglais. Bon, mais comment composer l'histoire? Là, j'étais extrêmement embêté. On a mis en place une espèce de collaboration avec toujours la même exhortation, vous dites bien la vérité. Bien entendu que c'est la vérité, mais on devait créer l'histoire. Et ainsi, je raconte qu'en France, j'ai rencontré un agent des services anglais. Et toujours, quand je racontais quelque chose qui n'était pas logique, il me faisait des suggestions. Certainement, c'était comme ça. Mais oui, bien sûr. On a donc concocté cette histoire-là ensemble et il me corrigeait. Non, écoutez, là, ce n'est pas possible. Il réfléchissait, il avait de l'expérience, il fallait que ça tienne debout. Il me disait tout le temps, mais écoutez, c'est évident que vous êtes un espion, pourquoi ne pas l'admettre? Qu'est-ce que vous risquez? 10 ans de camp, mais ce n'est rien. Voilà. Il analysait, il barrait, il améliorait, il réécrivait, il me faisait signer. Bon, alors, qui est-ce qui veut parler, là, maintenant? Monsieur. Oui, ici, voilà. Allez-y. Oui, j'ai lu aussi le texte et c'est un texte passionnant. Ma question, dans votre introduction, vous dites que le fait que Herzler ne fasse pas référence, ou très peu, au fait qu'il soit juif. J'avais regardé pour Anne les occurrences, ça apparaît 250 fois quand même dans le texte, donc il y a beaucoup de références. Mais je parle à Jean-Charles Chouek. Mais ce fait ne change rien, dit-il à plusieurs reprises dans son action, ou très peu. Vous lui faites remarquer que dans les brigades, il avait 53 collègues médecins, dont 52 juifs. Et vous lui dites, c'est quand même un point de discussion intéressant. Il acquiesce. Il dit oui, c'est une question très intéressante. Et puis ce point ne sera jamais discuté par la suite. Au point que dans votre, ou très peu, au point que dans votre introduction, qui est un des éléments essentiels du livre, vous dites il serait injustifié de voir poindre une certaine haine de soi juive chez Herzler. Il s'agit d'un apolitisme pur, d'un cosmopolitisme. Et donc finalement, le fait juif s'efface devant son engagement. Dans le livre, quand vous avez signalé ces 52 sur 53, il précise « oui,
Cette question est intéressante. Il faudra en parler. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Non, mais enfin, il a écrit un article qui s'appelait où il s'adressait aux Juifs qu'il y avait dans les brigades, dans la brigade polonaise. Il a fait un article là-dessus. Il s'intéressait à cette question quand même. Il y a Isaac Deutscher, le grand historien Isaac Deutscher, a écrit il y a plus de 50 ans maintenant un livre qui s'appelait Les Juifs non-juifs. Gabriel Herzler était un juif non-juif. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille juive. Après la 68, c'est en Israël qu'il a été, c'est là qu'il a dû trouver du travail, mais le nationalisme ne lui plaisait pas, il faisait trop chaud, il a quitté. Mais c'était quelqu'un... Moi, je le pousse tout le temps, je lui dis quand même... Et les Juifs là-dedans. Par exemple, il prend la voiture avec un soldat, un soldat allemand, d'ailleurs un brigadiste allemand, et il s'arrête, le brigadiste allemand, et Herzler lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes ?» Là-bas, il y a le Puff. Le Puff en allemand, c'est le bordel. Et il y a les brigades, il y avait dans l'armée espagnole, c'est pas les brigades. Dans l'armée espagnole, il y avait des bordels. Et il va là-bas et Herzler raconte que c'est la queue, tous les soldats font la queue pour aller au bordel. Et moi, je lui pose la question, mais est-ce qu'il y avait aussi des juifs parmi les soldats qui allaient au bordel? Il m'a regardé comme un... Il m'a dit, mais pourquoi pas? Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ta question, elle est tellement stupide. Comme pourquoi veux-tu que les juifs n'aillent pas au bordel? Pourquoi pas? Oui, il dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ils n'iraient pas? C'est à moi que tu poses la question. Moi, c'est à lui que j'ai posé la question. Mais oui, parce que je me faisais une certaine idée de ce que c'est qu'être juif. Un juif ne va pas au bordel. C'était ça. J'avais une certaine idée de l'éthique juive. Un juif ne va pas au bordel. Mais bon, je suis sociologue par ailleurs et je pense que les juifs vont au bordel. Ils sont normaux. Dieu merci, ils sont normaux. J'avais fait, dans Pluriel, j'avais écrit un article. Pluriel, c'est la revue pour un judaïsme humaniste et laïque. Il y avait un article de qui? De Martine Bovici ou de Judith Butler, je ne me souviens plus, ou de Enzo Traverso. Enzo Traverso qui disait « Les Juifs sont au-dessus de tout, ils sont révolutionnaires, ils sont magnifiques ». Et j'avais écrit un article contre lui en disant « Mais non, les Juifs sont normaux, et donc ils vont au bordel ». Mais ça, Traverso ne voulait pas le comprendre. Il n'a jamais dit ça. Oui, bon. On va devoir clôturer la séance. Donc je vous invite à vous procurer le livre si vous le souhaitez et à le faire signer par Jean-Charles Chourec. Et Anne aussi. Merci à tous les trois.